à toutes et hello à tous. Bienvenue dans Équidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Équidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écuries, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Équidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Avant de faire une petite pause dans le podcast Le temps des fêtes de fin d'année, je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode. J'ai eu le plaisir d'accueillir Pierre Fleury, artiste équestre, qui est spécialisé en liberté, travail au sol et poste-hongroise. Alors Pierre, vous l'avez peut-être connu lors de son passage dans La France à un incroyable talent il y a quelques années, ou bien via ses petites vidéos qui ont fait le buzz il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, ou même encore lors de ses nombreux spectacles avec ses Highlands très reconnaissables et particuliers à travers la France ou l'Europe. Dans cet épisode, Pierre va nous parler sans filtre de ses débuts avec les chevaux, de son approche et de la méthode qu'il emploie avec eux, mais aussi de sa carrière d'artiste équestre avec ses hauts et ses bas, et de pourquoi finalement aujourd'hui il a décidé de ne plus faire de spectacle. Vous allez le voir, Pierre fait preuve d'une grande générosité et sincérité dans cet échange pour évoquer son parcours et ses choix, mais aussi son grand amour pour les chevaux. Alors je ne vous en dis pas plus, je vous invite à vous installer confortablement pour écouter cet épisode. Je m'excuse par avance pour quelques soucis de son qu'on a pu avoir, c'est pas toujours évident d'avoir un son impeccable selon les micros qu'on emploie. Mais j'espère tout de même que cet épisode vous plaira et vous parlera. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de Pierre. Bon, merci Pierre d'avoir accepté mon invitation. Hello, merci à vous. Je suis vraiment contente de te recevoir pour en plus ce premier enregistrement, donc t'essuies un petit peu les plâtres. Je ne sais pas si ce sera le premier épisode diffusé, mais en tout cas pour les gens qui vont nous écouter, c'est le premier que j'enregistre. D'accord, pas extra. Donc je suis super contente. Bienvenue sur Équidé. On va parler aujourd'hui un petit peu de ton parcours, ta philosophie. Nous, on s'est rencontrés à la Sens il y a 2 ans et demi. J'ai suivi un petit peu ton parcours depuis, et puis ça me semblait logique de t'inviter sur Équidé. Je vais te poser une première question que je poserai à tous mes invités pour se mettre un petit peu dans le bain. Je voudrais que tu nous dises un petit peu ce que les chevaux ça représente pour toi dans ta vie. Alors, c'est une vaste question pour une première question. Pour moi, en fait, pour reprendre le point de départ, l'idée, c'est vrai que les chevaux, moi, j'ai commencé dans un centre équestre, en fait, comme beaucoup de petits cavaliers quand j'avais 4-5 ans. Puis après, j'ai suivi un cursus d'équitation classique. J'ai eu quelques difficultés à communiquer avec les chevaux. J'ai eu 2-3 accidents. J'ai arrêté pendant quelques années. Et je suis revenu aux chevaux via 2-3 stages d'éthologie qui m'ont apporté la compréhension du cheval, c'est-à-dire savoir clairement ce qui se passe dans sa tête. Alors j'étais peut-être trop jeune auparavant pour percevoir ça, mais via cette approche-là, j'ai réussi à essayer de comprendre le cheval. Et c'était, du coup, j'avais 13-14 ans. Et c'est vrai que, on va être transparent, socialement parlant, j'étais pas spécialement épanoui, que ce soit en famille ou au collège ou au lycée. Et c'est vrai que moi, ça a été une satisfaction d'être avec les chevaux. Avec mes chevaux, j'avais la chance d'avoir les chevaux à la maison. Et pour moi, du coup, ça a été un moyen de communiquer avec un être vivant. Donc ça fait peut-être un peu asocial ce que je dis là, mais donc moi c'était voilà, je me sentais bien. C'était pas facile parce que c'est pour le coup c'est un peu comme une langue étrangère, hein, le cheval, et par rapport à mon approche de liberté, etc. C'est qu'il faut interagir avec lui sans en évitant la longe, les rênes, etc. Et donc il faut réussir à se faire comprendre, donc par les chevals. Et moi j'aime bien dire un peu que moi à l'époque de mes études, collège, lycée, j'ai fait anglais, espagnol, et la troisième langue vivante c'était langue vivante cheval. Donc
Et voilà, donc j'ai été vraiment en immersion avec mes chevaux, que ce soit les week-ends, les vacances scolaires. Bon, et puis je vais pas faire des réponses longues à chaque fois, mais après voilà, je me suis professionnalisé, l'activité s'est développée au fur et à mesure, mais je vais pas tout raconter. Bah si, on va y venir. Là, si tu Voilà. dois qualifier en fait aujourd'hui ce que les chevaux ils représentent dans ta vie, de manière un petit peu plus succincte peut-être ou. Ouais. Alors au au jour d'aujourd'hui, du coup, les chevaux sont toujours à la maison, mais c'est un petit peu moins présent. C'est-à-dire qu'on y reviendra un peu plus tard. J'ai tout un parcours avec les chevaux et donc les chevaux m'accompagnent là, mais ils sont un peu moins présents aujourd'hui. Et en tout cas, j'ai d'autres objectifs avec les chevaux. Donc mes chevaux sont bien entre eux. Voilà, je suis assez porté là-dessus. Je les vois tous les jours, etc. Mais mes objectifs chevaux sont différents. C'est-à-dire que je cherche là maintenant à transmettre justement ma philosophie des chevaux. Voilà. Donc, je suis un petit peu moins asocial. Je cherche un peu plus à discuter avec les gens pour justement transmettre mon point de vue là-dessus et ce qui est pour moi une bonne relation avec les chevaux. C'est vraiment la quête de ma vie que j'aurai toute ma vie, c'est faire en sorte que les chevaux soient bien dans leur environnement et qu'ils soient bien à côté de leur cavalier. Super. Eh ben, on va revenir un petit peu à ton parcours du coup. Donc, Ouais, pour ceux qui te connaîtraient pas, qui auraient le ouais, grand tort de ne pas te connaître, est-ce que tu peux nous raconter, donc là, tu as évoqué un petit peu tes débuts en club, ouais. puis avec les chevaux à la maison. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours après, comment t'en es venu à la liberté au spectacle, et en particulier, ce que je trouve intéressant, c'est la poste hongroise aussi, parce que tous les artistes équestres n'en font pas. Comment tu Ouais. as construit un peu ces choix-là? Alors la poste hongroise, juste pour éventuellement ceux qui ne connaissent pas, c'est debout sur deux chevaux, donc un pied sur un pied sur chaque cheval. C'est une parenthèse. Mais donc oui, l'idée c'est que j'ai amorcé cette nouvelle approche avec les chevaux via l'éthologie. J'ai fait 2-3 stages. Et à ce moment-là, je me suis pas dit je vais faire du spectacle et je vais arriver là où j'en suis au jour d'aujourd'hui. Au départ, il y avait vraiment pas de prétention. Voilà, l'idée c'était juste d'être bien en fait aux côtés de mes chevaux. En fait, il y avait Messi et Nelson qui sont toujours là d'ailleurs. Mes parents voulaient faire de l'attelage avec, donc on avait acheté les deux, voilà, qui avaient 3 ans à l'époque, et il y avait tout à faire dessus. C'est-à-dire que, comme on dit un peu dans le jargon, on avait toujours eu des chevaux nus, c'est-à-dire des chevaux dressés par d'autres. Et l'idée, alors moi j'étais pas encore reparti dans le milieu des chevaux, mais mon père en tout cas voulait faire un débourrage de A à Z. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait les 2-3 stages d'éthologie. Et quand je suis revenu à la maison, voilà, j'ai passé le clair de mon temps avec eux. Donc je me les suis un peu appropriés, c'est-à-dire que mon père a oublié ses objectifs d'attelage et encore au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais tiré un attelage. Mais pour le coup, ils ont fait plein d'autres choses. Et donc moi, au départ, l'idée c'était de d'avoir une bonne relation avec un cheval. Voilà, on va dans le rond, par exemple dans la carrière, et on essaie d'évoluer avec lui en liberté. Euh, et puis à un moment donné, c'est vrai que je tournais un peu autour du pot, et puis séparer les deux, ça m'embêtait un petit peu. Donc je me suis dit tiens, bon, en liberté ça marche pas trop mal, donc qu'est-ce que je pourrais faire avec les deux? Et en fait, c'est là qu'est apparu l'aspect spectacle avec, comme tu disais, la poste hongroise. J'avais pu voir, c'était les débuts de YouTube à ce moment-là, etc. Donc j'avais pas vu beaucoup de spectacles en réel, mais du coup via YouTube j'avais pu voir pas mal de choses. Donc il existe le tandem aussi, par exemple, que la Garde républicaine fait, mais avec des rennes. Je suis pas du tout prétentieux, hein. Du coup moi j'ai essayé de le faire en liberté. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça où je me suis dit tiens, je me suis challengé un petit peu à me dire tiens, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça comme ça. Nessie et Nelson seront contents.
ils seront dans le rond tous les deux, je vais pas les séparer. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé aux figures de spectacle. Et ma première représentation a été pendant le championnat de France de la race, puisque c'est une race, la race Highland. C'est pas très connu, c'est une race qui est d'origine écossaise, qui est assez apte à tirer des attelages. C'est pour ça que mon père avait fait le choix de cette race. Et en fait, moi, c'était la présidente de l'association de l'époque qui m'a dit, bah, pareil, début de Facebook aussi, qui voyait un petit peu ce qu'on faisait. Donc, elle m'a dit, bah tiens, ça serait drôle que tu arrives à présenter quelque chose de ce que tu sais faire maintenant, etc. Et donc, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier, si on peut dire, pour monter un début de spectacle. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé et des gens en fait qui m'intéressent même encore aujourd'hui, hein, des Jean-François Pignon, Lorenzo, Jean-Marc Imbert, tous ces gens-là qui sont assez précurseurs de la liberté et du spectacle. Donc en fait, j'ai passé beaucoup de temps à observer ce qu'ils pouvaient faire, que ce soit sur les vidéos, sur les réseaux YouTube, etc. Et en réel quand j'avais la possibilité de les voir dans ma région. Et donc en parallèle du collège, lycée, en fait, je bricolais un peu en spectacle, mais amateur. L'histoire n'est pas finie, mais je sais pas si je vais te faire parler quand même un petit peu, sinon ça va faire des monologues un petit peu trop. Justement, donc, tu développes ta relation avec tes chevaux, tu commences à monter un peu des numéros parce qu'il y a des opportunités. Et puis, ta carrière, elle prend un autre tournant à partir, en fait, du moment où tu participes à la France à un incroyable talent. Ouais, Comment, exactement. en plus, t'en parlais un petit peu, et quand on te connaît, ça peut paraître un petit peu surprenant de se dire, tiens, je vais passer à la télé pour faire décoller ma carrière. Qu'est-ce qui te motive, en fait, à faire ça? Là, en fait, on est un petit peu quelques années plus tard, c'est-à-dire que j'ai fini le lycée et je suis dans mes études supérieures. Et en fait, au niveau spectacle, ça commence à s'étoffer un petit peu. C'est-à-dire que je suis en amateur, mais du coup, j'ai des figures de plus en plus sympas. Et j'en ai quatre. J'ai quatre Highlands, c'est-à-dire j'en ai deux blancs, on dit gris, mais ils tirent quand même fortement vers le blanc, et deux gris de souris. Et donc, voilà, c'est là j'avais une idée un petit peu plus précise sur ce que je voulais faire un petit peu plus tard. Et pendant une journée à l'université, j'ai un de mes potes qui me dit ce serait pas mal que tu... Enfin, hier soir, il y a eu un incroyable talent. Avec ce que tu fais, avec ce qu'on voit sur Facebook, ce serait pas mal que tu tentes ta chance, etc. Donc, moi, j'ai un peu jeté une bouteille à la mer. J'ai posé ma candidature le soir même en mettant une vidéo, un texte, etc. Pas de retour pendant 2 mois ou 3 mois. Et puis d'un coup un coup de téléphone, et puis c'est comme ça que ça s'est engagé. Hein. Il me dit, on est intéressé par ce que vous faites. Alors les conditions de spectacle sont celles-ci. Est-ce qu'il est possible pour vous de faire quelque chose? Et les conditions étaient un un théâtre de 10 par 10. Donc autant dire que pour les gens qui sont dans les chevaux, on se demande ce qu'on va faire dans un carré de 10 par 10. Et donc, voilà, après c'est 2 minutes 30, donc ça va très très vite, hein, le passage. Donc j'ai bricolé quelque chose. Quand je revois le truc, j'ai un peu honte, mais au moins, effectivement, ça a eu le bénéfice de me propulser clairement. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout. J'ai vraiment fait ça, mais limite pour m'amuser au départ. Et, euh, et, et en plus, il n'y avait pas du tout le stress le jour de l'enregistrement parce que justement, c'est pas un direct. Donc, les équipes très détendues, on présente chacun son tour le numéro. Enfin, et, euh, et donc, voilà, on a fait le truc. Et puis 2 mois après, l'émission a été diffusée en prime time le soir. Et puis là, c'est là qu'on a commencé un peu à percevoir les retombées du truc. Donc, puisqu'on a été sélectionné et
ça nous a envoyé à la demi-finale, donc quelques semaines plus tard. Et donc un deuxième passage télé, ce qui est pour en termes de publicité quelque chose de fou quand même, parce qu'on a 3 minutes sur M6 dédiées à nous. Donc en termes de publicité, c'est énorme. Donc Ouais. c'est vrai que je me dis, je dis souvent quand on en discute de ça que moi clairement ça m'a fait gagner 10 ans. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quand on faut se faire connaître dans les régions, etc. Alors il y a des spectacles incontournables où il faut être présent pour se faire connaître. Mais quoi de mieux que à cette époque-là avoir la télé. Donc ça a été un gros tremplin. Le deuxième tremplin, ça a été les vidéos atypiques, on pourra en parler plus tard. Ça a été le deuxième axe de communication pour moi pour me faire connaître. Ouais, on va y revenir. Du coup, quand tu passes sur M6, ça décolle tout de suite? Tu vois tout de suite l'impact, t'as des demandes qui tombent? Alors c'est pas tombé en fait, c'est pas tombé d'un coup d'un seul à remplir l'agenda pour un an. Mais ça a été un effet boule de neige en fait. C'est-à-dire que ça m'a ouvert 3-4 événements. Donc voilà, eu un concours de saut d'obstacle, tournée des As. Alors on aime ou on n'aime pas, mais une fête de la chasse. On se demande, voilà. Et comme par hasard, une fête de la chasse en plein milieu, enfin perdue en plein milieu de, c'était dans dans le centre de la France. Et là, une journaliste allemande qui était là. On va savoir pourquoi. Et en fait, ça a été du coup 3 mois après la diffusion de l'émission. Hein, et du coup, ça m'a ouvert à l'Europe. Et juste pour l'anecdote, ce spectacle-là, on y est allé. Et ma femme s'est fait écraser le pied par un des chevaux. Et en fait, donc on se retrouve aux urgences en Allemagne. Et l'urgentiste, et pour dire les retombées de l'émission, l'urgentiste m'a reconnu. Non. Elle me dit ah mais vous êtes passé un incroyable talent. Ah ouais. Voilà, un hôpital à Dortmund d'un urgentiste. Voilà, c'était pour l'anecdote. Bon, ma femme a souffert, hein, donc du coup on C'était en pour parle la bonne plus. cause. Mais ma femme a eu mal. C'était l'anecdote pour dire qu'il y a eu des retombées quand même extraordinaires. Ouais, donc même si t'avais pas Voilà. forcément tout de suite énormément de demandes qui tombaient, Oui, tu voyais quand même oui, l'impact au niveau oui, oui. réputation et Ouais, ouais, ouais. Mais faut se méfier de cette émission-là parce que ça se sait maintenant. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que pour X raisons ça se passe mal ou ce que tu présentes est un peu moyen, ça peut aussi te plomber entre guillemets la carrière. Donc bon moi c'est vrai que c'était un peu l'insouciance qui m'a amené là. Et bon, les carrières, c'est vrai que je lis quand même des biographies, etc. Et quand on lit qu'il y a beaucoup de coups de chance, de rencontres, des opportunités, et c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, c'est que j'ai eu des opportunités, des rencontres intéressantes. Et j'ai été bien accueilli par cette émission-là. Et moi, il y avait, en fait, pendant toute ma progression et même encore aujourd'hui, il y a rien n'est calculé. En fait, je prends ce qui vient, je prends les opportunités qui viennent, et ça a été extra. Mais voilà, oui, c'était pas fulgurant à remplir tous mes week-ends pour 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est un effet boule de neige. Et alors, par contre, ce qu'il faut bien intégrer, par contre, c'est en fait, ça m'a assuré la forme, la communication, etc. Après, voilà, c'est pas acquis. Hein. C'est-à-dire que les spectacles, du coup, les gens, ça booste une popularité, mais par contre, il y a un degré d'exigence qu'il faut avoir. C'est-à-dire que ça a assuré la forme, mais derrière, il faut assurer le fond parce que du coup, ça nous élève tellement à un niveau où les gens attendent beaucoup de nous qu'il faut assurer derrière euh, pour être crédible et justement avoir un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire ah bah oui en fait ce gars-là c'est que ça ou ah bah oui ce gars-là il est passé à la télé mais maintenant il ne fiche plus rien. Voilà. Donc encore une fois sans aucune prétention, mais c'est mon vécu a posteriori. Je m'en rendais pas du tout compte de ça, mais voilà. C'est comme ça que je le perçois au jour d'aujourd'hui. donc t'as senti plus de pression après l'émission. Comment ça se passe en fait? Comment tu le vis une fois que c'est fait, que tu commences à avoir
les premiers spectacles, qu'il y a l'effet boule de neige qui se crée. Comment tu vis ta vie d'artiste équestre? L'idée, voilà, il y a beaucoup de choses qui changent entre être amateur et être professionnel. C'est aussi pour ça que on va y venir, que je change un petit peu mon fusil d'épaule, si on peut dire, au jour d'aujourd'hui, parce que qui dit professionnel dit gagner son argent avec les chevaux. Et euh, et ça peut parfois changer le rapport avec les chevaux. Moi, ça me l'a pas changé d'emblée, mais ça me l'a changé un peu plus tard. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, sur le coup, quand après l'émission, on passe de spectacles amateurs qu'on présente quasiment bénévolement à des prestations de spectacles qu'on vend. Donc forcément, les gens attendent qu'on fasse le show, qu'on divertisse, qu'il y ait du rythme. Voilà, il faut que ça colle, quoi. Faut que ça matche. Et si un organisateur fait le choix de me prendre, c'est parce que il veut que ça ramène du monde. Parce que c'est ça la logique des gens, c'est de se dire, ah bah tiens, je vais le mettre sur l'affiche et ça va me ramener du monde sur mon événement. Donc pour ça derrière, il faut assurer le job. Donc c'est en ça que il faut bien se rendre compte que voilà, c'est plus la même sphère. Il faut assurer, voilà, donc faut avoir des chevaux en condition, il faut là c'est un point de vue matériel, mais il faut être équipé correctement pour pouvoir faire des déplacements. Voilà, parfois on se déplaçait, on faisait 2 jours de transport, c'est assez conséquent, donc toutes les chevaux soient prêts. Il faut avoir il faut être bien entouré, voilà, faut être bien entouré pour la communication, pour la comptabilité, parce qu'en fin de compte, là moi je suis à mon compte en fait, hein, donc c'est vraiment et pour le coup on est un peu seul dans toute cette approche là. Donc je dis on depuis le début beaucoup. Euh, je dis on parce que c'est vrai que je m'associe vraiment avec les chevaux et puis je m'associe avec les personnes aussi qui viennent m'aider, notamment ma femme, ma famille. Euh, voilà, qui m'ont aidé. Après, j'ai essayé aussi de faire beaucoup de choses par moi-même et c'est aussi ça c'est qui est compliqué, c'est qu'on se dit bah tiens on gagne pas énormément d'argent donc il faut que j'arrive à bricoler ça à l'écurie, que je fasse telle communication, voilà. Oui, c'est pas parce que t'es passé à la télé que tout de suite tu gagnes des dizaines de milliers d'euros et que tout roule, quoi. Et oui voilà, faut être prudent, hein, c'est comme toute activité, hein, on peut pas, faut faire attention aux frais, faut faire voilà, clairement, les chevaux, ça coûte des sous. Et donc, effectivement, quand on se rend compte qu'un cours, ça coûte tant d'argent, et quand on n'est pas propriétaire d'un lieu, on s'en rend pas forcément compte, mais une carrière, des champs, un camion, enfin, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Alors là, ça fait un peu pessimiste comme discours, mais moi, c'est le recul que j'ai après tout ce qui a pu m'arriver dans la vie. Ouais. Moi, à ce moment-là, ça allait bien. C'était un cercle vertueux. Voilà, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais à 4 chevaux. J'ai pu avoir 6 chevaux après. Quelques années après, j'ai pu en avoir 8, après 10. Donc voilà, je veux pas accabler les gens. Je veux juste essayer d'être réaliste. Donc bon, c'est pour ça que je me reprends pour me dire que moi, ça a plutôt très bien marché, c'est-à-dire que je me suis fait un nom du coup très vite. J'ai pu avoir une activité qui tourne assez rapidement. J'ai pu investir à la maison. On n'avait que des champs et du coup, j'ai pu construire une carrière, faire plein de choses. Donc, ça s'est super bien passé. Voilà, j'étais à fond dedans. J'étais à fond dans mon activité comme tout entrepreneur, tout passionné de son activité. Tu te faisais plaisir? Oui, oui, à fond, à fond. Et en fait, moi, mon état d'esprit à ce moment-là, c'était de me dire, bon, je vais être transparent parce que maintenant je le suis, j'ai un peu plus de recul, mais
moi, j'aime bien avoir des locomotives, des gens qui me, voilà. Donc, pareil, je lis des choses, je regarde aussi beaucoup de vidéos sur des personnes qui ont réussi, etc. Et c'est vrai que voilà, Lorenzo, Jean-François Pignon, moi clairement, c'était mes idoles, et ce sont toujours mes idoles. Et je me dis, moi clairement, je veux être la même chose, je veux tourner pareil, je veux avoir la même popularité. Enfin, c'est assez ambigu, hein. C'est pour ça que avant d'enregistrer, je te disais que tu allais faire ma psy pendant le temps du podcast. Mais il y a un côté de moi où je suis hyper renfermé avec mes chevaux, etc. Les trois quarts du temps, c'était ça à la maison. Hein. J'étais tout seul à la maison, faut pas se leurrer, à travailler mes chevaux, à être avec eux. Et puis une autre partie où je prenais un bain de foule comme ça et j'équilibrais ma vie un peu comme ça. Donc c'est peut-être un peu compliqué. Enfin, voilà, c'est à percevoir, mais en fait, je gérais mon équilibre comme ça. Les trois quarts du temps, j'étais seul, et puis un quart du temps, j'avais un bain de foule, et puis j'apprécie. En fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est de me dire, waouh, je suis avec mes chevaux tous les jours, et les week-ends, je viens présenter ce que je sais faire avec les chevaux, et je suis payé pour Ouais. ça. Et ça, c'est quand même génial. Et ça, c'est quand même génial. Donc après, donc c'est là, il y a plein de paillettes dans les yeux, etc. Après, il y a un entraînement des chevaux parce que quand on arrive sur des pistes, là en Allemagne, moi c'était mon spectacle le plus compliqué. Il y a 17 000 spectateurs autour. C'est sur une piste d'1 hectare en herbe avec des lumières partout. C'est le spectacle. On y est retourné en plus 3-4 fois, mais j'ai jamais réussi correctement ce spectacle-là parce que les conditions sont tellement, c'est le plus compliqué. Donc en fait, là où je voulais en venir, c'est qu'il faut préparer les chevaux un maximum. Donc il y a la technique équestre et après la vie de spectacle où, pour justement exceller et être performant, voilà, faut bien entraîner les chevaux si on veut bien que ça tourne. Ah bah, tu me fais toutes mes transitions, c'est parfait. Justement, alors, tu parlais de tes petites vidéos buzz un petit peu tout à l'heure. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue à la Ouais. base. Je voulais revenir un petit peu dessus. D'où ça devient cette idée et dans quelle démarche ça s'inscrit en fait à ce moment-là? En fait, au début, pareil, vraiment l'insouciance de dire tiens, je vais faire des petites vidéos, je vais m'amuser parce que c'est vrai que les vidéos atypiques, c'était là maintenant, on en voit à gogo maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas si répandu que ça. Et, euh, et en fait, mon idée, c'était de mettre les chevaux, faire des petites vidéos humoristiques, profiter en fait de la liberté de mes chevaux pour me dire bah tiens, là je vais mettre mon cheval à marcher dans la rue, là je vais mettre mon cheval à être dans un magasin en train de faire ses courses pour acheter ses couvertures, son licol, etc. Là tiens, c'est la préparation d'un spectacle. Bon bah en fait moi je me disais bah ouais, avant chaque spectacle je vais chez le coiffeur. Donc je dis bon bah j'ai demandé à ma coiffeuse, je dis bon tu serais prêt à mettre un cheval et puis à le coiffer en même temps que moi et puis bah du coup on l'a fait. Et voilà, c'est plein de choses comme ça qui me faisaient triper et je me dis allez on va faire des petits voilà où en fait l'idée c'est que il y a un fond derrière. C'est pas tiens allez on met les chevaux là et puis on voit comment ça se passe. Moi en fait j'ai entraîné mes chevaux pour qu'ils soient bien dans tout environnement, c'est-à-dire que les spectacles qu'on fait c'est sur des pistes équestres mais c'est aussi sur des environnements atypiques, c'est-à-dire on fait des mariages, on fait des soirées d'entreprise dans des voilà pendant des séminaires etc. Donc on est dans des endroits atypiques. Donc en fait moi c'est il y a plusieurs objectifs avec ces vidéos là, c'est de se dire moi mes chevaux voilà je leur fais garder leur self-control dans des environnements un peu atypiques, dans des boulangeries, dans des écoles, dans des hôtels. Mais l'idée, donc ça, il y a un aspect communication, mais il y a aussi un aspect, tiens, bah, si un jour je dois faire le spectacle à cet endroit-là, bah, je sais que mon cheval, il restera cool dans sa tête, et puis on pourra présenter le spectacle. Et voilà. Donc et l'autre objectif aussi, c'était pour les cavaliers de se dire, eh ben voilà, on peut aussi avoir une bonne relation avec son cheval. Mon cheval peut être à côté de moi sans qu'il ait envie de partir. Ça, c'est la quête un petit peu de ma vie, c'est faire en sorte que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que ça se passe bien avec les cavaliers.
Donc j'ai un gros axe enseignement pour voilà faire en sorte que on comprenne le cheval pour que voilà toutes les situations dans lesquelles on se retrouve, ce soient des situations gérables. Donc voilà, il y a tout un fond derrière ces vidéos-là. Alors j'ai un peu évolué parce que je sais pas de quand date la première vidéo qui a fait plusieurs millions de vues, mais on change un petit peu d'époque au fur et à mesure par rapport au bien-être du cheval. Et c'est vrai que maintenant, je suis un peu moins fan parce que voilà, j'ai eu des bons retours positifs sur ces vidéos-là, mais j'ai aussi des retours négatifs sur ah bah oui, mais c'est pas la place du cheval, le cheval doit pas être là, etc. J'ai écouté ces messages. Je continue quand même les vidéos parce que justement, j'avançais les arguments que j'ai dit tout à l'heure sur le fait, bah oui, mes chevaux vivent à 90% du temps dans un environnement naturel, ils ne sont pas dans des box, etc. Et ça, en fait, ce que je vous présente là, c'est de la désensibilisation. Ce qui est pas déconnant, pardon. Ce qui est, voilà, les chevaux des gendarmes, des policiers, ils ont un peu le même type d'entraînement. Hein. Ceux qui sont à la sortie des stades de foot, bah, il faut pas qu'ils aient peur des pétards, il faut qu'ils soient au milieu des bains de foule, etc. Donc, ça se justifie d'une certaine façon. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, je suis un peu moins fan parce que je me dis, oui, c'est vrai que j'ai plus envie de communiquer sur des chevaux qui sont à la cool dans un champ ou en balade ou à la plage ou voilà dans un environnement un peu moins stressant parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai envie de communiquer. J'ai plus envie de communiquer sur un cheval dans un champ qu'un cheval en ville. Parce que pour moi, un cheval ne doit pas être en ville, ne doit pas être enfermé, etc. Donc voilà mon état d'esprit. En tout cas, à l'époque, alors je comprends tout ce que tu dis. À l'époque, je pense quand même que ça fait rêver pas mal de monde et beaucoup de cavaliers, entre autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'en viens à me dire, ok, ça m'intéresse et je rêve de pouvoir faire ça. Oui. Mais c'est vrai que j'étais conquise par le résultat, enfin, en me disant, tiens, je vais aller faire un stage avec lui, je vais arriver à faire ça. Et puis finalement, quand on arrive à la Sens, ce qui m'a vraiment plu, c'était découvrir toute ton approche derrière et pas juste ok, fais de la liberté. Non, il y avait vraiment toute une approche derrière que je ne te connaissais pas. J'avais pas plus cherché que ça. Et je voudrais que tu nous expliques un petit peu ça au global, en fait. Vraiment, comment quelle méthode tu mets en place et comment tu vois la relation homme-cheval. C'est tout à fait, ouais. L'idée, c'est que ces vidéos-là assurent la forme, mais il y a un vrai fond derrière. En fait, mon approche, ce que j'appelle un peu le package liberté, c'est le travail que je fais dans le rond, dans la carrière avec mon cheval. C'est-à-dire, si je veux apprendre telle chose à mon cheval, il faut employer tel principe. C'est-à-dire, par exemple, je vais essayer de concret aussi, par exemple, la notion de confort et d'inconfort, la notion de progression de la demande, qui est aussi important. Ces deux principes importants, il y a plein d'idées importantes, mais ces deux notions-là reviennent pour chaque exercice. Donc voilà, des choses que doit faire le cavalier et des choses qu'il ne doit pas faire non plus. Mais il y a aussi le mode de vie qui est important pour moi, c'est-à-dire que on a beau vouloir faire du travail en liberté, si on respecte pas le mode de vie du cheval, on a un cheval qui sera dans le mal-être, c'est-à-dire un cheval qui aura faim, qui sera en manque de vie sociale, qui aura pas bougé parce que vous allez voir que je suis pas très partisan du box. Mais il y a des compromis, je suis pas non plus radical. Un cheval enfermé pendant plusieurs heures, des dizaines d'heures, bah, le cheval, il aura envie plus de sauter en l'air que de rester à côté de vous en liberté. Donc voilà, il y a un mode de vie à respecter pour le bien-être du cheval. Et la troisième partie, c'est les relations cavalier-cheval en dehors des séances de travail. C'est-à-dire, on vient pas seulement travailler 1 heure par semaine, ou 1 heure par jour, ou 1 heure tous les 2 jours son cheval, et on le remet au box. Il y a tous les à côté. C'est-à-dire que si on veut vraiment une bonne coopération avec son cheval, il y a un équilibre à avoir entre travail
Et pareil, je vais essayer d'être concret, clairement, c'est de se dire, moi, je veux que mon cheval me voit plus comme un humain congénère, plus qu'un cavalier dresseur qui va imposer des choses. C'est-à-dire que oui, on demande des choses, on est le dominant dans le binôme pendant les séances de travail, mais à la fois, on essaye d'être ami-ami, c'est-à-dire que on va chercher à faire du grooming avec son cheval. Le grooming, c'est quand on fait des gratouilles à son cheval. On passe du temps avec lui quand il est dans le box ou quand il est à l'extérieur. Quand il mange, on reste assis à côté de lui. Quand il dort, pareil, on reste à côté de lui. L'été, on lui chasse les mouches. Voilà, quand il perd son poil, on vient le gratouiller en fonction des saisons. Voilà, et c'est plein de choses comme ça. Et c'est aussi, j'arrive en licol dans le champ ou dans le box, et en fait, c'est pas mettre le licol pour aller travailler, c'est aller mettre le licol pour aller le faire brouter, par exemple. Donc voilà, c'est des choses. Je veux aussi être concret au jour d'aujourd'hui, pas rester que dans la théorie et dans les paillettes, etc. Essayer aussi de transmettre des choses, parce que pour moi, c'est ce que j'ai envie, c'est d'améliorer la vie des choses. Je me répète, ça fait trop fois que je le dis. Bah oui, mais ça veut dire que c'est vraiment ce sur quoi tu te concentres. Oui. Et je veux donner des outils, même aujourd'hui, aux cavaliers, c'est voilà, si vous voulez juste faire 1 heure de poney, de cheval, et vous voulez juste appuyer sur les boutons, bah, j'ai envie de dire, faites un autre sport, je sais pas, du vélo, de la moto, j'en sais rien. Mais là, on est avec un être vivant, donc il y a un être vivant, il y a un échange. Donc c'est pas juste j'appuie sur les boutons. Et un être vivant, c'est voilà, ça vit 24 heures sur 24, 360 jours par an. Donc la responsabilité qu'on a nous en tant que cavalier, c'est de pardon, c'est de faire en sorte que le cheval soit bien. Donc il faut apprendre comment le cheval est physiologiquement. C'est-à-dire que on en parle beaucoup là pour les humains. Là, je fais un petit parallèle. Oui, l'humain n'est pas fait pour être dans des bureaux du matin au soir. L'humain n'est pas fait pour manger toute la journée. L'humain n'est pas fait pour ne pas faire de sport. Tout ça, on détraque l'humain et on voit bien tous les problèmes de santé que les humains ont. Parce qu'on ne respecte pas la physiologie de notre corps humain. Et le cheval, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le cheval n'est pas fait pour vivre en boxe. Parce que c'est comme si on fait des comparaisons, mais c'est comme si vous enfermez dans un chiotte, dans dans des toilettes et qu'on vous ouvrez la porte 1 heure par jour et que vous avez juste une petite fenêtre pour voir les copains en face et vous n'avez même pas le droit de les serrer dans vos bras, de jouer avec eux, de discuter avec eux. Donc et tout ça, alors faut éviter les comparaisons et l'anthropomorphisme, c'est-à-dire les interprétations humaines. Mais là, moi, si je fais des comparaisons, c'est que je sais, je m'autorise à faire ces parallèles-là parce que j'ai perçu les écarts de bien-être que ça peut faire pour les chevaux. Donc là, je me permets parce que je sais que c'est vrai. Et je m'appuie sur des choses scientifiques, c'est pas juste un point de vue personnel subjectif. Donc et là, moi, si je peux faire si je peux taper un peu le poing sur la table, j'ai été dans un centre équestre il y a quelques semaines et j'ai vu les livres de théorie des galops. Il y a des choses, c'est mieux, mais ça n'explique pas encore comment le cheval vit vraiment. C'est-à-dire que clairement, moi, ce que j'aimerais, c'est que on explique aux gens comment le cheval vit sur 24 heures. Et en fait, on se rend compte que le cheval, il est fait pour manger 15-16 heures, il est fait pour se déplacer, il est fait pour avoir de la vie sociale, il est fait pour être stimulé, il est fait pour dormir, voilà. Et tout ça dans les proportions de temps qu'il faut bien respecter. Et ça, il n'y a pas dans les livres. Et moi, j'aimerais bien qu'on se focalise un peu plus là-dessus, parce que le cheval, il n'est pas fait pour manger 3 fois par jour, matin, midi et soir. Ça, c'est le petit déjeuner, dîner. Mais humain. Et sauf qu'on n'a pas le même tube digestif. Et voilà. Donc le cheval, il est fait pour manger tout le temps. Donc il lui faut de la nourriture en permanence. Sinon, il est en souffrance.
Le cheval, quand le soir vous éteignez la lumière et que vous lui dites allez bonne nuit à demain, le cheval ça se passe pas comme ça. Le cheval dort par morceaux d'une demi-heure maximum. Donc vous vous dites qu'entre 19h où j'éteins la lumière et 7h du matin où vous revenez le lendemain, eh ben le cheval, dans sa vie normale, il se passe beaucoup de choses. Et là, bah, malheureusement, il n'a ni discuté avec d'autres chevaux, ni mangé parce qu'il a qu'une petite brassée de foin et il a qu'une ration. Bon, là, je pourrais en parler des heures et on resterait toute la journée. Mais je veux donner des outils, un minimum. C'est pas exhaustif là ce que j'ai dit, mais je veux un peu bousculer les idées parce que en fait, les gens quand ils arrivent, les non-initiés quand ils arrivent dans les centres équestres, en fait, on les met dans le moule et les gens, par insouciance, ils se disent ah oui c'est comme ça. Et en fait, bah non. C'est-à-dire que le cheval, on le caresse pas en le tapotant. Vous faites ça avec un poulain ou un jeune cheval, vous arrivez, vous le félicitez, vous tapotez, le cheval, il saute en l'air. Il dit oula qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il n'y a aucune récompense qui passe par la caresse tap-tap. Là, la caresse tap-tap, c'est viril, c'est l'équitation, c'est militaire, c'est de l'homme au départ qui s'est mis à faire ça. Il faut bien se dire que quand il y a une mouche qui arrive sur le dos du cheval, vous voyez le poil qui frémit, la peau qui frémit. C'est dire la sensibilité de la peau du cheval. Donc si vous arrivez à tapoter, vous perturbez tout le système sensitif du cheval. Donc caresser, mais grooming, c'est-à-dire je gratouille. Moi j'adore avoir les doigts crasseux à la fin de chaque journée que je passe à côté de mes chevaux. C'est pareil, c'est concret, mais c'est efficace pour avoir une bonne relation avec son cheval. Arrêtez de monter à gauche. Enfin, voilà, c'est plein d'idées reçues comme ça. Pourquoi on monte à gauche? Parce qu'avant on avait une épée, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas vu, à part dans un spectacle, qu'on montait pas avec des épées, quoi. Donc bousculez un peu les idées reçues et ayez une ouverture d'esprit pour dire, eh ben oui. Là en plus, on a maintenant, même si lire ça vous embête, parce que même moi ça m'embête de lire, j'aime pas lire. Mais on a tout sur vidéo, on est tous sur nos téléphones, on est même addict, moi compris. Donc, regardez des choses comme ça qui peuvent vous donner des informations sur ce qui est vraiment un cheval. Donc, par rapport au mode de vie, ce que vous devez faire à côté de vos séances de travail et ce que vous faites pendant les séances de travail. Voilà. Et ça, moi, c'est ma quête et franchement, ça me perturbe émotionnellement quand j'en parle parce que du coup voilà, moi c'est ma quête et c'est pour ça que j'ai essayé via les spectacles c'est l'idée que je voulais transmettre en fait pendant mes spectacles, c'est de me dire regardez les gens là. Enfin, c'est pas par prétention, c'est dire regardez mon cheval, il reste à côté de moi, j'ai pas de lien. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand je vois un cavalier qui lâche son cheval et qui s'empresse de le récupérer parce que son cheval il va s'en aller. Mais on est en fait, enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut menotter son cheval pour que son cheval reste à côté. Il faut l'enfermer dans un box avec des barreaux, clairement en prison. Mais voilà, donc il faut vraiment remettre en question nos trucs pour euh, pour faire en sorte qu'on aille sur une bonne relation. Parce que voilà, on est dans un moule où c'était très militaire, très voilà, mais là on a une féminisation. Ça fait déjà très longtemps que c'est le cas. Donc moi, les gens qui viennent me voir, il y a beaucoup de femmes, de jeunes, des moins jeunes, et qui veulent une bonne relation comme ça. Et qui veulent pas de rapport de force et qui veulent comprendre le cheval. Et moi, c'est vrai que à l'époque, ben moi, je veux pas stigmatiser parce que je trouve ça je trouve ça superbe d'arriver je suis auprès de Deauville, sauter des obstacles. Je suis incapable de sauter un 120 ou 130. Je suis incapable et je trouve ça merveilleux. Moi, j'ai passé mon monitorat, je me suis fait recaler à mon CSO. Je suis une bille. Mais je trouve ça admirable pour tous ces gens-là et je les admire et voilà. Mais il faut pas simplement chercher à tirer des ficelles et à habiller, voilà. Il faut essayer de travailler son feeling. Et c'est vrai que moi, l'aspect de la liberté, ça m'a fait travailler sur
sur justement être juste dans mon travail, c'est-à-dire voilà, ne pas être impulsif, ne pas s'énerver, ne pas crier. Ça mène à rien. Il y a beaucoup de gens aussi, le cheval, c'est un défouloir, c'est-à-dire que c'est même psychologiquement, c'est intéressant, c'est des bons cas d'études. C'est qu'ils ils sont super introvertis dans leur vie, et avec les chevaux, ils sont très fermes, très durs, très voilà, parce que je sais pas, ils essayent de se rééquilibrer, il y a un mal-être, un certain mal-être, etc. Et moi, ce que j'essaye de voir, c'est de collaborer avec son cheval et d'être juste. Il faut de la fermeté et il faut aussi de la bienveillance. C'est un mot qui revient pas mal en ce moment, mais c'est vrai que on est maintenant parents d'une petite fille et on essaye. Et c'est pas facile, c'est encore une autre difficulté. Il faut de la fermeté. Il faut forcément de la fermeté, et encore plus avec un cheval parce que c'est une bête de 500 kilos, donc c'est indispensable. Mais il faut aussi de la bienveillance parce que c'est pas le mort avec une force de diable qui va nous permettre de garder le contrôle du cheval. À un moment donné, ça va pas. Si on est toujours obligé d'avoir un bras de levier pour être plus fort que le cheval, à un moment donné, c'est qu'on communique mal avec Il y a un lui. problème quelque part. Donc Ouais. voilà. Donc voilà. Là, je suis en train de faire un débourrage pour une jument. C'est une selle française de 3 ans. Ah bah oui, vous mettez pas le filet, machin. Je dis non, le filet, il arrive qu'à la fin du mois de débourrage. Et c'est juste la formalité parce que il faut qu'il sorte, parce que il faut. Mais sinon, moi, les 3 premières semaines, moi, je monte à cheval. Je fais le travail à pied évidemment avant. Je monte à cheval aux 3 allures en carrière. Je vais en extérieur, tout ça en licol, parce que le cheval, on lui fait comprendre que ça sert à rien de s'opposer, d'aller contre le cheval. Voilà. Et bon, j'arrête. Je te laisse parler. C'est hyper Mais intéressant. ça me perturbe Ouais, on sent. émotionnellement parlant. C'est parce que voilà, c'est les gens, il faut leur ouvrir les yeux, et c'est vrai que les centres équestres, moi, je veux pas être du tout le gars qui tape sur tout le monde et qui dit moi je fais bien et les autres vous faites de la merde. Les centres équestres, c'est compliqué parce que on est là, ils sont là pour faire en sorte que les cavaliers soient à l'aise aux 3 allures sur le cheval. Donc pour ça, il faut des chevaux qui soient dans un moule, c'est-à-dire que il faut que le cheval soit euh, posé, désensibilisé à tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des gens qui montent pour la première fois et c'est très folklore. Donc il faut, entre guillemets, je vais être radical, des chevaux un peu lobotomisés, c'est-à-dire des chevaux d'école, où c'est pour ça que j'ai jamais voulu en avoir, parce que justement, on les met dans un moule pour permettre à des débutants de pouvoir marcher, trotter, galoper et d'être ballottés dans tous les sens, etc. Que l'on ne peut pas faire forcément avec un cheval d'amateur ou voilà qui est un petit peu plus exigeant, un peu plus compliqué, voilà. Et donc voilà, c'est un mal pour un bien. Donc c'est pour ça que je peux pas du tout casser du sucre sur des gens. Il y a du bien, mais il y a certaines choses à remettre en question. Ouais, mais c'est justement le but. On est là pour en discuter, pas pour taper sur certains, pour voir comment on peut faire progresser les choses, quelle que soit la position qu'on a. Dans tout ce que tu disais, il y a beaucoup de nouvelles connaissances qu'on a grâce à l'éthologie. Donc l'étude, vraiment la science de l'étude des chevaux, et non pas juste le travail à pied, qui n'est pas de l'éthologie. Pourtant, toi, une des premières choses, enfin, ça m'avait marqué. Une des premières choses que tu avais dites, c'était que tu voulais pas avoir cette étiquette collée sur toi, de l'éthologie et de l'équitation éthologique. Pourquoi 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 tu voulais te différencier de ça? Pour plusieurs aspects. Déjà, il y a une petite notion d'ego. C'est pas le premier aspect, mais je dis dans le désordre. C'est que moi, que ce soit ma méthode, c'est-à-dire que il y a des exercices que je fais, des exercices que moi j'ai établis, et en ayant été du coup dans certains centres équestres éthologiques, j'ai vu qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas, etc. C'est pour ça que, voilà, je voulais que ce soit entre guillemets un peu la méthode Pierre Fleury. Et voilà, il y a des choses que je cautionne, des choses que je cautionne pas.
Mais c'est effectivement, en toute objectivité, ce qui se rapproche le plus de mon approche par rapport à toutes les autres disciplines équestres. Faut pas se leurrer. Euh, donc voilà. Il y a une certaine réalité aussi dans l'éthologie, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui se disent éthologues, mais du coup, éthologue pas le docteur en éthologie, étude du comportement, c'est éthologue, je dresse des chevaux de façon éthologique. Et le problème, c'est que il y a eu un peu des déviances à ce niveau-là, c'est qu'il y a des gens qui ont des diplômes et on ne sait pas trop pourquoi ils ont leurs diplômes, quoi. Donc en fait, ça a décrédibilisé l'éthologie par rapport à un certain nombre de gens, des professionnels ou non professionnels. Et c'est aussi pour ça que je voulais pas me mettre dans ce carcan-là, parce que je me disais non, moi du coup je fais pas partie de ça, parce que voilà, il y a eu une mauvaise image, parce que en fait l'éthologie, mais en fait c'est toutes les disciplines. Quand je me rends compte avec l'expérience maintenant, c'est t'as un domaine de prédilection, t'as un domaine d'activité, et en fait tu te rends compte, et de toute façon tous ceux qui ont eu des cours de peu importe de musique ou de je sais pas quoi, c'est beaucoup le professeur qui fait les choses. Et donc moi c'est pour ça que je me disais que je voulais que les gens se disent ok, moi je suis allé chez Pierre Fleury et je suis pas allé dans un centre équestre-éthologie, parce que il y a un enseignement. Moi j'essaye de voilà, tout ce que j'explique, tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est grâce à des années et des années de pratique avec mes chevaux, où j'ai appris avec eux, où je me suis travaillé mon feeling, mon timing. Je me suis à côté instruit sur l'éthologie, sur la théorie. Et voilà, j'ai une certaine expérience. Et là, c'est pas prétentieux, c'est juste dire, voilà, moi, je suis spécialisé dans mon domaine. Et pour le coup, il y a des gens, le cursus, on peut le voir, hein, c'est facile, hein, on va sur Internet, et en 6 mois, on peut être enseignant d'équitation éthologique, en n'en ayant jamais fait avant ces 6 mois. Et clairement, et en fait, c'est un peu le serpent qui se mange la queue à ce niveau-là. C'est que, voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont mis sur le marché du travail de l'équitation éthologique et qui ont un peu entaché cette image-là. Donc c'est pour ça que je voulais pas la prendre. Est-ce que la problématique, c'est pas que, notamment au niveau de la FFE, l'équitation éthologique a été désignée comme une discipline plutôt qu'en fait une approche globale à l'intérieur de laquelle il y aurait différentes méthodes, dont la tienne, dont Andy, dont etc. Mais que ce soit pas une discipline en elle-même, c'est juste une approche et une façon d'envisager finalement la relation avec le cheval. Voilà, ouais. En fait, j'ai même fait, je crois, on pourra repasser d'avant si on veut, mais j'ai même parlé moi-même de discipline tout à l'heure, parce qu'effectivement, on a tendance à le mettre dans ce carcan-là. Alors qu'effectivement, c'est un moyen d'arriver à une discipline. C'est-à-dire que pour faire du CSO, pour faire du dressage, pour faire du reining, j'en sais rien, on peut utiliser l'éthologie pour arriver à ces objectifs. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, et moi, du coup, pour faire de la liberté et pour faire du spectacle, j'ai utilisé des principes d'éthologie. Donc, effectivement, oui. Mais bon, voilà, c'est toujours un problème, on se met dans des cases, toujours un peu en France. Donc voilà, mais je casse pas de sucre sur le dos des gens. Ils essayent de communiquer, c'est pas facile, les institutions, etc. Voilà, donc il y a beaucoup de bien, il y a aussi un peu de moins bien, et faut savoir faire le tri. Mais voilà, faut faire le tri, et donc les gens, faut qu'ils se renseignent, quoi. Mais c'est comme tout, c'est comme dans tout domaine. Je veux dire, vous voulez mettre votre enfant dans une école, et ben vous allez vous renseigner sur l'école, voilà, etc. Donc il faut pas boire tout ce qu'on et prendre le premier qui vient sous la main. Faut se renseigner. Voilà, c'est comme ça. On en revient un petit peu à ta méthode. Ce qui est assez marquant dans ta méthode, c'est que tu parles beaucoup des yeux. Oui, ce qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. T'as bien retenu. Je suis une bonne élève. Pourquoi cette obsession pour les yeux? Non. Pourquoi ce focus sur les yeux, en fait? Pourquoi c'est important pour toi? Ouais. Je me focalise beaucoup sur les yeux dans le travail du cheval.
Parce que en fait les chevaux, c'est vrai que ça, j'ai pas du tout lu ça dans des méthodes. Et c'est vrai que moi, je désensibilise les yeux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'habitue en fait le cheval à notre présence sur l'œil gauche quand on marche en main. Donc, ce que tout le monde fait quand on marche en main avec un cheval, clairement on tient le cheval à la longe sur l'œil gauche. Donc ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. Mais en fait, moi, par rapport à ma liberté, c'est-à-dire avoir un cheval qui soit confortable à côté de nous, en toute position du cheval, en toute position du cavalier, il faut l'habituer à ce qu'il soit à l'aise. C'est-à-dire que moi, je marche en main sur l'œil gauche, sur l'œil droit, au pas, au trot, au galop, sur les deux côtés. Marche en main, ce que j'appelle marche en main à reculons, c'est-à-dire que moi, je suis en face de mon cheval, et moi, je recule, et lui, il avance sur moi. Et là, il y a 3 positions. Donc, le cheval qui marche en étant un peu sur le côté, sur l'œil gauche, sur l'œil droit, et face à moi, sur les 2 yeux. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que et c'est flagrant, hein, parce que dans beaucoup, hein, mais même moi, le premier, on a souvent tendance à être à gauche. Et en fait, moi, dans mes libertés, quand je faisais de la liberté, j'ai souvent perdu mes chevaux quand je passais sur l'œil droit. C'est-à-dire que mon cheval, il était très confortable à gauche. Et dès que je passais sur l'œil droit, soit je le perdais, et au mieux, il me disait non, vas-y, j'ai envie de retourner sur l'œil gauche parce que je suis mieux par là. Parce que justement, depuis la naissance, on leur apprend à être sur l'œil gauche. Et moi, avec tous les cavaliers qui passent à la maison, on a sans arrêt le cheval qui repasse de l'autre côté parce qu'il se dit non, moi je suis pas confortable. Et le cavalier me le dit lui-même. Le cavalier me dit ah bah oui, mais là je suis pas confortable, tout est inversé. Bah oui. Mais il faut là on est plus dans l'approche objectif liberté pour les cavaliers. Un cheval, quelqu'un qui fait que du travail monté, il n'aura pas ce problème-là. Par rapport à ta question du travail sur les yeux. Ça peut se ressentir quand même parfois. Oui, ça peut se ressentir, c'est vrai. Mais moi, du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup la problématique là-dessus. Et c'est vrai que le travail monté, par exemple, l'attrapage sur l'aspect locomoteur du cheval. On sait bien, on nous l'apprend dès le départ. Ah oui, quand vous faites 2 tours à gauche au galop, à main gauche, il faut faire 2 tours à main droite au galop. C'est-à-dire avoir un cheval symétrique musculairement. Et donc moi, en fait, je fais un peu le même lien, c'est-à-dire que je vais avoir un cheval symétrique sur les 2 yeux pour que le cheval soit confortable sur l'œil gauche et sur l'œil droit. Et aussi dans le changement d'œil. C'est-à-dire qu'il y a aussi une gymnastique à avoir sur le fait de, tiens, je vais enseigner mon cheval à passer de l'œil gauche à l'œil droit, tout en marchant, tout en trottant. Et le cheval, parfois, il réagit, il dit, waouh, tu passes de l'autre côté là, mais ça surprend. Et donc oui, on va désensibiliser son cheval à ça, pour que quand on sera en liberté, mon cheval, moi je puisse faire un 180 degrés, que je me retrouve à courir à reculons comme ça, mon cheval est toujours face à moi, il fait pas un mouvement d'écart parce qu'il a peur de moi, donc que je marche, que je trotte, je peux toujours le caresser. Voilà, mais même un travail sur le cercle. Un travail sur le cercle, c'est un travail de gymnastique des yeux, c'est-à-dire que mon cheval marche à main gauche, je rappelle les hanches, donc je demande à mon cheval qu'il soit face à moi. Donc en fait, ça veut dire que j'ai récupéré l'œil droit. Après, je change de main, donc ça veut dire que j'envoie mon cheval à main droite. Donc là, mon cheval, j'aurai le contrôle de mon cheval sur l'œil droit à 2 ou 3 mètres de distance. Ensuite, je vais recapter son attention, donc ça veut dire je vais déplacer les hanches pour que le cheval se mette face à moi, donc ça veut dire que je vais rappeler l'œil gauche. Voilà, et les 2 yeux là vont être face à moi mais à distance, donc là je vais le rappeler. Donc ça veut dire que avec ces 2 yeux, c'est aussi une gymnastique, je vais lui expliquer de revenir vers moi. Donc c'est aussi une gymnastique. Voilà, donc tout ça c'est la gymnastique des yeux, et c'est vrai que je l'ai pas beaucoup lu, je l'ai même jamais lu, mais j'en parle beaucoup si vous venez en cours ou en stage.
sais ce que vous vous dites. L'épisode est interrompu. En réalité, vous l'avez vu, Pierre fait preuve d'une grande générosité et sincérité dans l'échange, à tel point qu'on a passé un long moment ensemble pour discuter. Et je vais être honnête, j'ai eu beaucoup de mal à couper cet épisode au montage. Je voulais vraiment vous faire profiter de tout ce qu'il dit. Et je vous propose donc exceptionnellement un épisode en 2 parties. Ça va peut-être vous surprendre, ça va peut-être pas vous plaire, mais étant donné que nous sommes en période de fête, que probablement que certains d'entre vous vont être en congé, vont avoir un peu plus de temps, on vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cet épisode en compagnie de Pierre. Vous pourrez prendre le temps d'écouter les 2 parties au moment qui vous convient le plus. Je ne sais pas si ça va vous paraître trop long ou au contraire si ça vous paraît être un format adéquat. N'hésitez pas à me faire des retours. Mais voilà, c'est aussi ça le podcast. Je teste des choses, j'apprends en avançant et mon seul objectif, c'est vraiment de vous apporter des choses intéressantes à travers tous les intervenants. Je vous invite à partager ce moment en compagnie de Pierre dans son intégralité et donc à nous retrouver la semaine prochaine pour la 2e partie. Je vous souhaite une très bonne semaine d'ici là. Si vous avez la chance de pouvoir enchaîner les 2 numéros, à tout de suite pour le 2e épisode.